Yo, c'est Jules. Aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi l'Ukraine est attaquée alors que c'est quasiment le pays le plus proche de la Russie? La dernière fois, on avait examiné le point de vue russe. Si tu sais pas de quoi je parle, va voir la vidéo sur les bases de la Russie. Soit maintenant, soit après. Mais plutôt après si tu veux bien, comme ça tu restes avec moi, et c'est mieux pour le watch time, on va pas se mentir. Cette fois-ci, on se penche sur le point de vue ukrainien, et plus largement occidental. Occident, ça vient du mot ouest, par opposition à Orient qui représente l'Est. Donc quand on s'intéresse à l'Occident, on va s'intéresser au point de vue de la France, de l'Europe et des États-Unis. Allez, on va revoir les bases. Mais juste avant, prends un moment pour t'abonner parce que ça soutient vraiment le travail de notre chaîne. L'Ukraine, c'est un petit pays, pas si petit que ça. En réalité, c'est même un petit peu plus grand que la France, même s'il y a moins de monde qui y vit. Sur son territoire, il y a plein de blé. Non, du vrai blé. Un quart de la production mondiale. Parce que sinon, ils sont pas très riches. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de l'Ukraine en ce moment. Le territoire actuel de l'Ukraine a longtemps appartenu au même pays, au même ensemble que la Russie. La V1 de la Russie, c'est la Rousse de Kiev. Et oui, la Russie est née sur le territoire qui est aujourd'hui l'Ukraine. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc hors du commun. En décembre 1991, les présidents russes, biélorusses et ukrainiens se rassemblent au calme dans une forêt en Biélorussie et décident de signer sur un coin de table la fin de l'URSS, entre un shot de vodka et un passage au sauna. Bon, ça en vrai, j'en sais rien. C'était peut-être sauna avant et vodka après. Ou vodka pendant. Depuis ce grand bouleversement, l'Ukraine est un État indépendant, qui garde des liens très forts avec la Russie, mais qui essaye en même temps de se rapprocher de l'Ouest. En fait, c'est un État très tiraillé. À l'Est, la population est russophone et russophile. Ils parlent russe, ils mangent russe, ils russent quoi. À l'ouest, il y a une population plus européenne qui parle ukrainien. Cette division est la source d'un conflit majeur qui a commencé il y a une vingtaine d'années. En 2004, il se passe la Révolution orange. Le premier ministre d'alors, plutôt pro-russe, Viktor Yanukovych, gagne le premier tour de scrutin présidentiel, mais est accusé de fraude. Et est forcé par la Révolution de faire un second tour, qui est remporté par le chef de la Révolution, Viktor Yushchenko. Yanukovych s'enfuit alors en Russie, mais il revient quelques années plus tard et gagne finalement la présidence en 2010. Avant d'être à nouveau dégagé en 2014 dans une seconde révolution, Euromaïdan. Le type fait des allers-retours. En gros, à l'hiver 2013-2014, on atteint justement le point culminant des tiraillements pro-européens ou pro-russes de l'Ukraine. La partie occidentale du pays souhaite se rapprocher de l'Union européenne, tandis que la partie orientale souhaite se rapprocher de la Russie. En plus de ça, la population pro-européenne accuse Yanukovych de dérive autoritaire, mais de l'autre côté, pendant les soulèvements d'Euromaïdan, la Russie accuse les Occidentaux de soutenir les révolutionnaires, avec même des militaires et des fonds. Tout ça, ça crée un grand micmac. Mais le résultat, c'est que la Russie perd un peu la face. Alors, ni une ni deux, Poutine décide de réagir. En mars 2014, Poutine soutient des séparatistes pro-russes dans la région de Crimée, une péninsule au sud-est de l'Ukraine qui est à la fois sensible au niveau historique dans les rapports entre l'Ukraine et la Russie et très stratégique pour l'accès à la mer Noire. C'est la mer Noire. Mon prof d'histoire me disait à l'époque que c'était l'événement qui constituait peut-être le tournant du siècle, comme la Première Guerre mondiale avait été le tournant du XXe siècle ou la Révolution française le tournant du XIXe. Au même moment que la Crimée, une région de l'est de l'Ukraine qu'on appelle le Donbass s'enflamme. Deux républiques s'autoproclament, Donetsk et Lugansk. Et depuis, c'est la guerre là-bas. Et on sait que la Russie soutient les séparatistes pro-russes. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, l'oncle Vlad a plus d'un tour dans son sac. Grosso modo, depuis 2014, le conflit s'est enlisé. Il y a des gens dans les tranchées, une guerre économique entre la Russie qui essaye d'affaiblir l'Ukraine, et puis des accords qui n'aboutissent pas. Et après 8 ans coup de tonnerre, Poutine déclare officiellement la guerre. La justification qu'il avance, c'est une opération militaire spéciale visant à dénazifier l'Ukraine. Vous savez, ces objectifs étaient très ouvertement annoncés avant le début de cette opération. Elles sont claires et nettes. C'est la démilitarisation de l'Ukraine, c'est la dénazification de l'Ukraine. S'il dit ça, c'est d'abord parce qu'en Ukraine, il y a un parti relativement fort, surtout à l'ouest, donc chez les pro-européens, qui s'appelle Svaboda et dont la ligne n'est pas vraiment à gauche. C'est aussi justifié par l'implication dans la guerre dans le Donbass du bataillon Azov, des suprémacistes blancs qui depuis 2014 défendent le territoire contre les Russes, et qui obtiennent la complaisance de Zelensky pour cette raison. Mais nuançons, au-delà de ces néo-nazis-là, l'extrême droite est bien moins forte en Ukraine que dans d'autres pays en Europe. En France, en Pologne, en Autriche, il n'y a qu'à voir le résultat des élections pour le comprendre. Alors l'argument de Poutine est surtout un prétexte. Dans ce conflit, il y a une figure qui émerge, c'est celle de Volodymyr Zelensky. Mais c'est qui déjà ? Faut s'arrêter 30 secondes sur la vie de Zelensky parce que la vie de ce type est romanesque. Si on en faisait un film, on n'y croirait même pas. D'ailleurs, justement, c'est par le cinéma qu'il a commencé la politique. Volodymyr Zelensky est comédien de métier. Et il a incarné le rôle d'un professeur qui devient président de la République dans une série populaire en Ukraine. Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Sauf que lui,
Il est vraiment devenu président de la République en 2019. Alors les enfants, comment ça s'appelle? C'est une mise en abîme. Au-delà de son rôle de président, il a pris une stature internationale avec la guerre, que même Macron lui envie. C'est acquis que son nom passera à la postérité. Il est devenu tellement badass en tant que figure de la résistance ukrainienne que Poutine a missionné ses mercenaires du groupe Wagner pour lui faire la peau. Même si le groupe Wagner n'a aucun lien officiel avec la Russie. Sacré Vlad. Comme on l'a vu dans l'épisode sur la Russie, c'est pas la première fois que Poutine mène une guerre. Il l'a déjà fait en Tchétchénie, en Géorgie, etc. Alors pourquoi est-ce que ce conflit choque autant l'opinion internationale? Ce conflit fera date dans l'histoire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est très inattendu et d'une très grande ampleur. Ensuite, il nous touche particulièrement en tant qu'Européens parce qu'il se déroule sur le même continent. Pas sûr que les Yéménites qui se font bombarder par les Saoudiens depuis 2015 en entendent autant parler que nous. La quatrième raison, c'est que ce conflit a un fort impact symbolique. Contrairement à l'Arabie Saoudite par exemple, la Russie est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle a une importance bien plus grande. Cinquièmement, le déclenchement de cette opération détruit tous les efforts d'intégration de la Russie dans la communauté internationale et notamment vis-à-vis de l'Europe. Finito les balades de Poutine à dos de poney à Versailles. Sixièmement, et c'est pas la moindre raison, la Russie a l'arme nucléaire. Il existe donc un traité des Nations Unies exigeant la cessation de toutes les activités liées aux armes nucléaires. Malheureusement, les États dotés d'armes nucléaires n'ont pas encore signé ce traité. Or, depuis la fin de la guerre froide, on a tendance à oublier les risques que font courir l'arme nucléaire sur le monde. Ceux qui veulent s'entraîner à survivre à une attaque peuvent toujours essayer, mais un missile met 10 minutes à nous tomber sur le coin de la figure depuis la Russie, alors ça sert pas à grand chose. Emergency alert. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. Enfin, les 2 dernières raisons sont d'abord le drame humain, puisque cette crise a déclenché le plus grand flux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, et d'importantes conséquences géostratégiques. Les Russes peuvent plus faire semblant de ne pas avoir les velléités de conquête qu'ils ont toujours nié avoir. Tout ça, ça crée à la fois un problème et une opportunité pour la France. Le problème est le suivant. Déjà, il y a la guerre pas loin de chez nous. Et un conflit, ça dégénère très vite. Hashtag été 1914, hashtag Première Guerre mondiale. Plus profondément, ça pose la question de sur quelle chaise on va asseoir notre océan. D'un côté, on s'est fait avoir par les USA avec l'affaire des sous-marins. On va revenir avec vous sur ce coup de poignard infligé par l'Australie à l'industrie de la défense française. La rupture du contrat pour l'achat de 12 sous-marins français. La presse en parlait comme le contrat du siècle. De l'autre, les Russes tombent sur l'Ukraine, donc on peut même pas dire aux USA d'aller se faire cuire un hamburger parce qu'on n'a personne avec qui faire alliance sinon. Et au milieu, nos seuls potentiels alliés, les Européens, ne veulent pas de défense européenne. Même si ça commence déjà à changer, on voit que les États comme la Finlande ou l'Allemagne réarment. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante. Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Heureusement, de ces problèmes, on peut en faire une opportunité. Le rôle de la France, c'est de jouer l'intermédiaire diplomatique, comme on l'a fait avec les accords de Minsk en 2014, le sommet à Paris en 2019, etc. Mais Poutine montre bien le peu de crédit qu'il nous accorde à nous, qu'il considère être les vassaux des Américains. Il n'y a qu'à voir le manque de respect qu'il a signifié à Macron à la veille du conflit. Du coup, c'est l'Europe qui fait front commun. D'abord parce que l'Union fait la force, ensuite parce qu'on se sent proche des Ukrainiens, qui ont d'ailleurs demandé à intégrer l'UE, et puis enfin parce qu'on se rend bien compte que ça aurait pu être les Finlandais, les Roumains ou les Polonais qui auraient pris quelques missiles sur leur toit. Dans ce conflit, les Européens se sont montrés à la fois très unis sur les valeurs fondamentales de respect du droit international et ont montré la force de frappe économique qu'ils avaient via les sanctions. Au final, le sentiment européen a été renforcé grâce à Poutine. Mais le front et la riposte ne sont pas seulement européens, ils sont occidentaux, parce qu'il y a les USA dans le jeu aussi. Et c'est d'ailleurs justement ce que critiquent les Russes. Via l'OTAN, les Européens seraient assujettis aux USA. Et pour cause. Pour finir cette vidéo, revenons un instant sur ce que c'est que l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une alliance commune de défense créée en 1949 pour lutter contre les communistes du pacte de Varsovie. Ça marche comme les assurances. Tout le monde paye un peu, et puis quand il y en a un qui a un problème, il y a un matelas de sécurité pour lui. Certes, les sièges de l'OTAN sont en Belgique et tout le monde a un pouvoir de décision équivalent, mais les USA sont ceux qui financent le plus et qui ont un poste de commandement. En gros, ils décident quand même un petit peu. Pendant les premiers mandats de Poutine, la Russie était assez ouverte aux relations avec l'OTAN. Mais ce qui a constitué une rupture, c'est quand des États anciennement membres de l'URSS ont commencé à se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Les Russes répètent à qui veut l'entendre que l'OTAN avait fait une promesse, jamais écrite et démentie par Gorbatchev, mais une promesse quand même, de ne jamais élargir leur alliance à des anciennes républiques soviétiques. Alors forcément pour eux ça a une allure de trahison, mais personne n'a obligé l'Estonie par exemple à rejoindre l'OTAN. C'est une demande que le pays a fait de lui-même. On peut comprendre que les Polonais en aient eu marre d'être vus comme un casse-route par les Russes. Alors on peut se demander pourquoi l'OTAN s'étend au risque de froisser les Russes. D'abord très prosaïquement parce que plus on a de territoire, plus on est fort.
c'est comme au risque. Mais là derrière, il y a aussi une idéologie. L'Occident considère que la forme d'organisation de la société qui est la sienne, à savoir la démocratie libérale, serait la meilleure. C'est la théorie de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Moi je crois que les USA croient vraiment dans les valeurs qu'ils défendent, mais on peut pas nier qu'ils utilisent aussi la démocratie et les droits de l'homme comme des prétextes pour mener leur guerre. Et il faut pas minimiser le poids des lobbies de l'armement aux États-Unis qui sont toujours très contents quand il y a des nouveaux conflits. Aux États-Unis, c'est une énorme industrie de pointe qui influence très largement la politique internationale du pays. En tout, c'est 768 milliards de dollars, des millions d'emplois dans l'armée, l'industrie, le renseignement et 1,4 million de soldats qui sont prêts à partir n'importe où pour n'importe quel intérêt. En plus, les États-Unis sont un pays imprégné de russophobie, notamment le Parti républicain, très anti-soviétique. C'est l'héritage du macartisme, cette chasse aux sorcières contre tout voisin communiste qui fomenterait des complots dans l'ombre pour la dictature. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Néanmoins, il faut avouer que les valeurs de démocratie et de droits de l'homme sont quand même très heureuses pour les peuples. Et la population ukrainienne a souhaité se rapprocher d'elle. Je conclurai sur un élément à ne pas négliger. Si la Russie a envahi une partie de l'Ukraine depuis 2014, c'est aussi pour l'empêcher de rejoindre l'OTAN. Parce que la charte de l'OTAN comporte un article, l'article 5, qui veut que n'importe quel État qui serait attaqué par un État tiers peut appeler tous ses alliés à le défendre. Donc si l'Ukraine rejoignait l'OTAN alors qu'une partie de son territoire, la Crimée ou le Donbass, était en conflit, elle pourrait entraîner tous les États membres, dont les États-Unis, la France, etc., dans une guerre contre la Russie, ce que ces États veulent absolument éviter. Ainsi, de la part de la Russie, faire durer un conflit en Ukraine est un moyen malin de l'empêcher de rejoindre l'OTAN. Pour conclure, on ne sait pas quelle évolution prendra ce conflit. À l'heure où vous visionnez cette vidéo, son contenu est peut-être déjà obsolète. Retenez-en cependant les points historiques et d'analyse, en gardant à l'esprit que je n'ai traité ce sujet qu'en surface. C'est les bases quoi. Il y a des sources en biblio si vous voulez en savoir plus. C'était Jules pour le crayon, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous et sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du Crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci.